Salut les collègues, finalement on est contraint de faire une petite vidéo pour faire le point sur la situation parce que on se rend compte que c'est vraiment le bazar quoi. Au niveau du syndicat, on est submergé par les interpellations, soit sous forme de questions, soit sous forme d'expression de colère de la part de collègues qui depuis maintenant plus d'un mois exercent toujours leur mission dans des situations, dans une situation très 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 compliquée. Alors pourquoi c'est le bazar? En tout cas, nous à Sud, on essaie de comprendre ce qui se passe. Le fait est que les choses ont évolué et elles n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Quand on se projette un mois en arrière, nous avions fait le choix, nous à Sud, de vraiment jouer la confiance et de jouer le dialogue avec l'administration et le DGS. Parce qu'à ce moment-là, il fallait, face à la crise sanitaire, créer de la cohésion, être soudés pour pouvoir affronter ce qui se passe et affronter cette période de confinement qui était loin de s'annoncer facile pour tout le monde. Nous avions alors défini avec lui, avec l'administration, ensemble, dans la discussion, dans une forme de négociation, quelles devaient être les missions qui devaient être poursuivies au sein du département et de comment on s'y prenait et comment on garantissait la protection des collègues dans l'application et dans la poursuite de ces missions. Et tout en discutant, on se rendait compte qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout, et notamment il a fallu insister pour que des moyens de protection soient mis en place pour les collègues qui poursuivent les missions et notamment qui restent en contact avec les populations, en visite à domicile ou dans les consultations. Ce n'était pas acquis, mais dans la discussion, on a réussi à obtenir des choses et on a réussi à faire en sorte que ça puisse convenir à tout le monde, à la fois à l'administration dans la poursuite de l'activité et à la fois aux agents dans la poursuite de leur mission. Et les missions critiques avaient été clairement définies. Elles ont été définies dans ce PCA, et qui est apparu sur Internet le 16 mars. Et très clairement, pour l'ensemble des collègues qu'elles soient secrétaires, travailleurs sociaux, médico-sociaux, qui sont en prise directe avec les populations dans la poursuite sur site ou à distance de leur mission, il était clairement établi que toutes et tous exerçaient des missions critiques, c'est-à-dire des missions prioritaires, c'est-à-dire des missions qui ne pouvaient pas être laissées sur le côté. Seulement voilà, la question des congés révèle le double discours et révèle les intentions profondes du DGS et de l'administration. Alors vous le savez, on l'a dénoncé très clairement, le DGS en imposant ces 3 jours de congé se mettait dans l'illégalité. Il n'avait clairement pas le droit de le faire. Mais il attendait très impatiemment la sortie de cette ordonnance pondue hier par le gouvernement mercredi 15 avril. Très 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 impatient, il l'a publié dès ce matin sur intranet, avec un petit post à la clé qu'il envoie à chacun. Mais il a une analyse pour le peu très très personnelle de cette ordonnance. Parce que dit-elle? Cette ordonnance 2020-430, publiée donc hier, concerne l'ensemble des fonctionnaires d'État. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des articles qu'a cité M. Hus dans sa publication de ce matin concernent les agents publics d'État. Mais il oublie de citer un article, qui est pourtant un article capital et majeur, c'est l'article 7. Et cet article 7 précise que les exécutifs locaux, c'est-à-dire les collectivités locales, donc le département du Nord, peut mettre en place ce dispositif d'imposer des jours de congé de RTT. Quand on dit peut, ça veut dire qu'il n'en a pas l'obligation. C'est-à-dire que ça donne la possibilité aujourd'hui à M. Le Cerf et à M. Hus d'imposer des jours, mais ils n'avaient pas l'obligation de le faire. Sauf qu'ils se retranchent derrière cette ordonnance maintenant pour dire on n'a pas le choix. Et oui, ils font donc ce choix-là. Ce choix-là d'imposer des jours de congé au département. Ils en imposent 3, mais ils pourraient très bien en imposer d'autres dans les semaines à venir. Et ils font ce choix-là alors qu'on a été bassiné de discours, de remerciements. Vous êtes la fierté du département. C'était à la limite de l'écœurement, et d'ailleurs c'était la calinothérapie, mais grand XXL. Mais derrière ces mots doux, derrière cette drague lourde, eh bien, se révèle maintenant un vrai discours, qui est celui qui apparaît dans le poste de monsieur le DGS ce matin, c'est la menace de sanctions disciplinaires pour celles et ceux qui refuseraient de poser ces 3 jours. Quel changement de ton! Et c'est pas tout, parce que le plus dingue dans l'histoire, c'est que ces 3 jours sont imposés à celles et ceux qui n'exercent pas de mission critique. Bon. Mais les missions critiques, le problème, c'est qu'ils sont en train de le revoir. C'est-à-dire qu'entre ce qui a été décidé le 15 mars, dans ce qui était prévu dans le PCA, et ce qui est dit aujourd'hui, porté aujourd'hui, écrit aujourd'hui par l'encadrement, c'est qu'on voit une modification du contour de ce que sont les missions critiques. Alors, pour exemple, dans le secteur social et médico-social, vous êtes plusieurs à nous avoir transféré la note qui circule entre directions territoriales et qui redéfinit ces missions critiques. Et là, on hallucine, mais grave, quoi. C'est-à-dire, par exemple,
un éducateur ou une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qui effectue une ordonnance de placement provisoire, un placement en urgence, eh bien lui sera considéré comme étant en mission critique. Par contre, le même éducateur, la même éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qui sera intervenu de chez lui à plusieurs reprises, par téléphone, auprès des familles, pour éviter justement qu'il y ait une ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire un placement en urgence, eh bien cette personne-là qui aura évité l'OPP, eh bien elle ne sera pas considérée en mission critique. On a un autre exemple qui s'est réellement déroulé. Une assistante sociale qui découvre une situation critique d'une personne en souffrance psychologique, aggravée par le confinement, qui, pour éviter le passage à l'acte, intervient auprès de cette personne et l'aide à acheter un téléviseur. Eh bien, elle ne sera pas considérée par sa hiérarchie en mission critique. Par contre, une assistante sociale qui aura instruit une demande d'AMAZ, elle sera en mission critique. Et de manière générale, vous êtes nombreux et nombreuses à continuer depuis le 16 mars à effectuer vos missions, à continuer vos missions de chez vous. Vous êtes nombreux à parfois même travailler sur du temps partiel à votre maison. Vous êtes nombreux et nombreuses qui gardez vos enfants parce que l'école est terminée et que vous pourriez être dispensé de travailler. Malgré tout, vous avez fait le choix de poursuivre votre activité par solidarité avec l'équipe et parce que votre engagement sur vos missions est complet. Vous êtes très nombreux et nombreuses à être dans cette situation-là. Vous êtes nombreux et nombreuses aussi à recevoir des injonctions par WhatsApp de cadres qui vous demandent de rendre des tableaux de bord le samedi matin sur un message à 7h30. Vous êtes nombreux et nombreuses à être dans cette situation-là. Eh bien, même si les missions que vous exécutez à distance de chez vous, dans des conditions difficiles, sont considérées comme des missions critiques, si vous ne participez pas, parce que vous ne pouvez pas, au tour de rôle de présence dans les UTPS, vous n'êtes pas considéré comme exerçant des missions critiques. Et au-delà du secteur social, on a des collègues qui exercent des missions dans d'autres services, dans d'autres directions, qui ont été elles-mêmes considérées comme étant critiques le 16 mars, et qui poursuivent leur activité de chez eux dans des conditions difficiles. Alors il y en a certains qui sont habitués au télétravail, mais la plupart ne le sont pas et doivent passer des coups de fil à partir de leur téléphone perso, doivent pouvoir répondre aux mails à partir de leur ordinateur personnel. Et ces collègues-là, même certains qui poursuivent leur mission aujourd'hui avec une charge de travail qui est la même qu'avant, mais avec des effectifs réduits. Et bien ces collègues-là, quel message on leur envoie? Non mais c'est pas aberrant ça, c'est pas injuste. Ça ne met pas le feu dans les services, ça ne génère pas de la colère, de l'inquiétude, de l'incompréhension. Et en plus, quand on lit le message de ce matin du DGS, il faudrait que les organisations syndicales soient sereines. Un message empreint d'autoritarisme assez dingue. On se rend compte qu'il compte sur le fait qu'on ne puisse pas réagir. On est tous, chacun chez soi, dispersés, on ne peut plus se réunir en équipe, on n'a plus les facultés de réaction qu'on pourrait avoir en temps normal. Donc il compte là-dessus. Alors voilà ce que nous, représentants du personnel, pour l'heure, pouvons faire et avons décidé de faire. La semaine prochaine, le 23 avril, ils réunissent un comité technique en visioconférence. Un comité technique sur la question d'attribution d'une prime aux assistants familiaux. Un comité technique qui s'est réuni sans qu'à aucun moment préalablement, bien sûr, il y ait eu discussion, négociation sur l'attribution de cette prime. Nous avions, nous, des idées et nous étions porteurs, nous, de propositions pour pouvoir prendre en compte vraiment la situation de nos collègues assistantes familiales. Aujourd'hui, ils réunissent ce CT sans que cette discussion soit possible. Nous avons donc demandé à ce que, à l'ordre du jour de ce comité technique, soit posée la question des congés. Parce que si maintenant l'ordonnance du gouvernement leur permet d'imposer des jours de congé, eh bien, il y a quand même un minimum de règles. Ça modifie le règlement intérieur général des services et ça modifie l'organisation du service. Ça la modifie maintenant, mais ça va la modifier pour plus tard, quand le travail sera repris de manière habituelle. Eh bien, pour ça, il aurait fallu qu'il convoque le comité technique pour que cette question-là soit abordée et discutée avec les représentants du personnel avant toute décision. Alors oui, bien sûr, ils peuvent s'asseoir sur la réglementation, ils le font déjà. Ils peuvent s'asseoir sur l'avis des représentants du personnel, ils le font déjà depuis des années. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne pourront plus prétendre, comme ils le font, être dans un dialogue avec les représentants du personnel, respectueux et transparent. Et puis il y a une chose qu'on peut toutes et tous faire, c'est pas bien compliqué, c'est d'avoir de la mémoire. Et que lorsqu'ils nous serviront leur discours sirupeux, eh bien c'est que à chaque fois qu'on les entendra nous remercier, eh bien qu'on ait à l'esprit que derrière leurs mots, eh bien il y a leurs actes. Conclusion et une note pour plus tard, même en période de crise, ils sont capables de rester sur leur idéologie. La mise en concurrence entre collègues, la discrimination et le fait que seuls eux peuvent décider qui mérite, qui s'engage à la juste mesure et qui ne le fait pas.
et à quelques jours de la sortie d'un décret qui prévoit une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 euros. Vous imaginez bien là comment ça va se passer?